Alors bonjour à tous, merci de votre présence. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans la médiathèque de Pont-à-Mousson. J'en profite pour remercier également Madame Marlène Curina-Prieux, qui est notre vice-présidente à la culture. Merci à Cyril et à Nicolas d'avoir proposé ce premier partenariat entre le réseau des médiathèques et la librairie Entre les lignes, autour d'un livre qui mérite que l'on s'attarde autant sur sa genèse que sur son contenu. Je remercie bien évidemment les auteurs, donc Liane Lévy, Anne-Laure Prelière, Mathilde Cailly et Victorine Petit-Didier, qui ont pu se rendre disponibles aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir tout au long de la discussion. Et pour information, cette rencontre est filmée. Sylvain, je te laisse la parole. Bien, bonjour et bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du livre Les étés 15, publié aux éditions Ex Aequo. Ce livre raconte le destin de 15 jeunes filles et d'un jeune homme qui ont été déportés durant la Seconde Guerre mondiale. Ce livre a été écrit par 2 professeurs qui ont déjà été présentés et 11 de leurs élèves. Nous avons actuellement 2 de leurs élèves. Leur travail a permis de redonner un nom et de retracer l'histoire de ces élèves qui, avant cela, étaient simplement réduits à une simple plaque commémorative anonyme. Donc ce n'est pas seulement un livre d'histoire, mais aussi une transmission de mémoire et d'humanité. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être présents et aussi les remercier d'être présentes. Voilà. Donc on commence avec une première question. N'hésitez pas à intervenir vraiment. Il y a un micro qui est disponible juste pour que, à la vidéo, on puisse bien entendre les questions. On va commencer par quelque chose de très simple. Si vous pouvez nous présenter l'origine, la genèse de ce projet. Alors, pour l'origine, en fait, c'est simple. Enfin, oui, c'est simple. Il y avait sur la façade du lycée juste cette plaque. On va vous mettre à l'écran. Oui, c'est bien. Voilà. Donc, en fait, c'est une façade qui est en extérieur du lycée et qui est anonyme. Donc, en fait, il y avait juste marqué en mémoire des élèves déportés victimes du nazisme et en hommage aux résistants du lycée Jeanne d'Arc, 39-45, et c'est tout. Et en fait, on n'avait aucune idée de combien d'élèves étaient concernés, et surtout, on n'avait aucun nom. Et donc, le but du travail, c'était de savoir combien on en avait, et qui elles étaient, et de pouvoir retracer leur vie jusqu'au moment où elles ont été déportées ou pour certaines ont survécu. Notre but c'était vraiment ça, c'est de leur redonner un nom, leur redonner un visage et de plus avoir que cette plaque anonyme qui est restée et qui finalement grâce au travail qu'on a mené a été remplacée par la plaque qui est à l'intérieur maintenant du lycée et qui est donc on a 2, c'est à l'intérieur donc de part et d'autre de l'entrée du lycée. Et qui est une plaque nominative avec les photos. Alors il y a toutes les photos sauf celles pour lesquelles on n'a pas retrouvé les visages. Mais cette plaque elle est maintenant et tous les élèves passent tous les jours devant, à chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils sortent du lycée, ils passent devant cette plaque et ils voient les visages et les noms. Voilà. Moi j'avais une question, c'était pourquoi l'avoir fait avec des élèves? Pourquoi faire un livre? Comment est née cette idée? Tu vois. Je peux te laisser là. Moi, je en fait, une fois qu'on a eu l'idée, on s'est dit qu'on voulait associer un groupe d'élèves à ce travail-là. Et donc, on a proposé à des élèves qu'on avait, sur la base du volontariat, en dehors du temps scolaire, sans qu'il y ait de notes, enfin de rémunération, si on peut dire ça comme ça, pour elles. C'était essentiellement, il y avait quelques garçons, mais majoritairement des filles. En fait, c'était sur la base du volontariat. Ceux que ça intéressait qui voulaient venir. Et donc en fait on a commencé comme ça et Anne-Laure vous en parlera tout à l'heure mais elle leur a confié des dossiers d'archives pour que chacun s'approprie le déporté ou la déportée qu'il avait choisi et qu'il puisse écrire la biographie. Mais pour la qualité d'écriture on n'a pas donné de consigne, chacun pouvait faire selon son ressenti et son envie de faire. On n'a pas essayé d'uniformiser les récits, on a laissé chaque élève faire. Parce voilà, avec sa sensibilité et son envie, et voilà. À partir d'un travail de recherche, donc il faisait pas ce qu'il voulait, mais vraiment quelque chose de personnel, voilà.
Merci. Et j'avais une question aussi pour vous les élèves. Pourquoi avoir accepté de participer à ce projet? Déjà, quand on commence un projet de la sorte, c'est juste parce qu'on est intéressé par la période et par l'histoire. Et moi, personnellement, c'était pour le côté humain, chercher des indices dans l'histoire. C'était vraiment... Quand j'ai commencé, avant de vraiment entamer les recherches, j'avais l'impression d'être un peu comme Sherlock Holmes et chercher dans l'histoire leur passage, savoir par où ils s'est passé. De base, c'était ça qui m'avait intéressée et interpellée. Je pense que ça s'est un peu vécu de la même manière pour nous deux et je pense pour les autres élèves aussi. En plus, du coup avec Victorine on était ensemble quand on nous l'a annoncé et en fait on s'est regardé et on s'est dit pourquoi pas, et on le fait, de toute façon on le fait toutes les deux et on ira au bout toutes les deux. Et en plus notre candidature entre très grosses guillemets, on l'a un peu lancée comme une bouteille à la mer parce qu'en soi on ne savait même pas où ça allait nous mener, on ne savait pas qu'aujourd'hui on serait ici avec vous, qu'on aurait participé à l'écriture d'un livre et vraiment on a envoyé un mail à notre professeur le soir à 17h dans le train en rentrant d'une journée de cours. Et on s'est dit pourquoi pas, et on a envoyé ce mail, et ce mail, un simple mail, aujourd'hui nous a menés ici, et on en est plus que fiers et plus que reconnaissants aussi que nos professeurs nous aient donné l'opportunité de faire ça aujourd'hui. Merci. J'ai une question. Je voudrais savoir, j'ai vu qu'il y avait 3 survivantes, et je voudrais savoir si elles ont été informées de ce livre, de ce projet. Alors je peux parler parce que en fait... Donc, en termes de survivantes, en fait, quand on a commencé le livre, malheureusement, donc, nous avions Marceline Murray-Evans qui était morte à peu près 3 ou 4 ans avant. Pour Denise Meyer, pas Denise Meyer, je suis mélangée. Si, c'est Denise Meyer. Effectivement, elle est décédée après, mais il y a fort longtemps après. Pour Denise Bedossa, elle était morte 10 ans auparavant. Il en est resté, justement, Sonia Applegate ici, qui est morte finalement. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer. Qui avait 98 ans quand je l'ai rencontré, qui était totalement au courant qu'on était en train d'écrire. Donc c'était une personne qui malheureusement était sous tutelle. Et on a dû demander justement au juge des tutelles l'autorisation pour pouvoir publier sa biographie. Et le juge des tutelles s'y est opposé, même si nous, on avait donné le droit d'auteur à les maisons des lycéens, parce qu'on fait que tout était, même notre éditeur était bénévole, enfin c'était vraiment du travail de bénévolat. Et c'était juste il avait eu le livre, on lui avait envoyé une louge, et donc le juge s'y est opposé en disant qu'il ne voyait pas quel intérêt pourrait tirer Madame Applegate de la parution de ce livre. Et Madame Applegate, elle l'avait relu parce que même s'il était sous tutelle, elle avait toute sa tête, et elle ne nous avait pas corrigé en disant que c'était exactement ce qu'elle avait vécu, qu'on n'avait rien inventé, qu'on ne s'était pas trompé. Elle avait refusé de témoigner, si elle a témoigné une seule fois au cours de sa vie, mais très brièvement, mais elle ne voulait vraiment pas revenir sur cette période de sa vie. Quand je l'avais rencontrée, elle a dit bonne chance, trouvez. C'était à peu près ça. Et autrement, est-ce qu'il y a les familles autrement aussi On a retrouvé, alors, de mémoire, on a retrouvé 11 familles. Ah, oui, ça fait quand même pas mal. Sur 15 déportés, on a réussi à recontacter 11 familles. Internet est merveilleux pour ça. Et donc, ils sont venus justement quand on a inauguré les plaques. Ces personnes, les familles se sont déplacées, quelquefois même de Londres, pour venir rencontrer les élèves, assister à l'inauguration des plaques et puis aussi acheter des livres. Voilà. Pour revenir sur la partie plus organisationnelle, comment est-ce que vous vous êtes répartis les différents portraits, puisque vous avez aussi, alors vous avez aussi fait le portrait de Marianne Schoenfeld. De Marianne Schoenfeld, voilà, qui vient. Alors, qui a été personnellement, en fait, moi, je me suis occupée de la partie recherche. Donc en fait, je les connaissais sur les bouts des doigts, donc avant de refiler, on va dire, toutes mes recherches aux élèves, j'avais constitué des gros dossiers, alors plus ou moins en fonction de ce qu'on pouvait trouver. Et en fait, alors j'ai eu très très peur quand j'ai donné les livres, les dossiers aux élèves, parce que j'avais
alors à ce moment-là, j'avais que 14 dossiers. 14 dossiers, j'étais là à dire, on avait quand même certains que personnellement, j'étais un peu plus attachée que d'autres. Je me suis dit, ils vont tous vouloir les mêmes, c'est pas possible, ils vont tous absolument choisir les mêmes, parce que ceux qui sont plus détaillés, forcément, sont plus intéressants que ceux qui le sont moins, ou ceux où je sais qu'on ne trouvera rien parce que la famille est éteinte, et que en fait, la famille était une famille immigrante, donc déjà très peu, ça depuis très peu longtemps en France, donc on avait vraiment souvent sur des choses qui finalement on n'arrivait vraiment sur rien. On avait une histoire, mais finalement pas l'histoire de rencontrer une famille, pas l'histoire peut-être de trouver un portrait. Donc ça pouvait être assez frustrant pour des élèves. Donc pour des portraits pour comme ça, je me suis dit, ça ne va être jamais choisi par des élèves parce qu'ils ont quand même besoin de s'identifier. Et bien finalement, ils se sont vraiment bien répartis les projets. J'étais assez impressionnée qu'il n'y ait pas d'emploi pour tout le monde prendre les mêmes histoires. Donc c'était assez, voilà, c'était déjà la très bonne surprise pour moi. Donc les élèves ont eu le choix. Donc elles vous diront comment elles ont choisi leur sujet. Et puis, pourquoi j'en ai écrit un ? C'est parce qu'en fait, entre-temps, on avait commencé un petit peu à prévenir la presse qu'on était en train de mener ce projet. Et on a une famille qui s'est signalée en disant « Hop, vous nous avez oublié ». Et donc là, j'ai pris contact avec la famille qui n'avait pas fait tellement de recherche de leur côté. C'est souvent le cas, les familles qui nous contactaient en fait étaient très, très heureux parce que souvent il n'y avait pas eu de recherche qui avait été faite et eux-mêmes n'osaient pas se lancer là-dedans. Sauf un cas, et donc ils étaient très contents que finalement on leur apporte des informations, des réponses, parce que souvent il n'y avait pas eu cette transmission des parents aux enfants, quelquefois justement des grands-parents aux petits-enfants, mais souvent la génération 1 vers la génération 2, l'information n'était jamais descendue, c'est pas des thèmes qui avaient été abordés en famille. Souvent sur la deuxième génération c'était plus souvent le cas. Et donc c'est comme ça que finalement je me suis retrouvée, parce que finalement certains élèves avaient quitté le lycée, j'avais pas envie forcément de recréer un nouveau groupe, donc je me suis dit quitte à faire, vu que je suis en contact avec la famille, je m'en occupe. Et concernant les portraits collectifs, comment avez-vous procédé ? Alors les portraits collectifs, en fait, ça a été compliqué, sans être compliqué. Souvent, ça a été des sujets justement où on a eu des élèves qui ont commencé, puis qui ont fait une ébauche, qui ont laissé tomber, donc je repassais à un autre élève. Puis c'est moi qui prenais le relais ou Madame Lévy pour justement, parce que comme c'était des choses qui étaient souvent prises par plusieurs élèves, quelquefois il y avait des inversions, des choses qui n'étaient pas forcément comprises ou qui avaient été oubliées. Donc ça permettait de remettre un peu d'équerre. C'était en fait, ça a été, on va dire, des choses où généralement un élève disait je prends et puis finalement il était débordé, donc on disait à un autre élève est-ce que tu prends, mais ça a déjà commencé, donc c'était un peu ça le collectif. C'était souvent quand on avait des élèves qui se retrouvaient avec des contraintes où ils disaient là tout le temps, donc parce qu'il fallait aussi qu'ils mènent leur bac à côté, leur début d'études, etc. Alors ça se ressent pas du tout, ce côté morcelé à la lecture. Hein. Au contraire, il y a des relectures. Moi, j'avais posé une question parce qu'on voit dans le livre que les portraits sont richement documentés. C'est très précis dans les mouvements des familles, dans les lieux de détention, toute l'histoire est vraiment retracée avec une grande précision, toutes les histoires. Et je voulais savoir comment s'est déroulée toute cette collecte d'informations et auprès de quelle institution avez-vous recueilli ces informations? Vous avez combien de temps? Moi j'ai tout le temps qu'il faut. Alors on va essayer de faire très très court parce que je parle trop. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que ça a commencé par les archives du lycée parce qu'on a eu de la chance de récupérer les archives. Alors quand j'ai eu la chance, c'est parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lycée a été évacué en 40, il a été évacué en 1940. Les archives du lycée ont été évacuées en 1940. Elles devaient partir à Bordeaux, elles se sont perdues du côté de Clermont-Ferrand. Et je ne sais pas par quel miracle elles sont revenues à Nancy, à Jeanne d'Arc, un jour. Alors, qui, quoi, comment, aucune idée. Mais en tout cas, il y avait des grosses caisses en bois qui ont été éventrées, qui se sont retrouvées au grenier et qui étaient éventrées. Et donc, dans ces caisses en bois, alors il manque des choses. Je pense qu'il y a des caisses, quand même, toutes les caisses ne sont pas revenues, ça c'est clair.
Mais on avait quand même, la caisse de 1900 était là, on avait toute la partie 1900, 1918 à peu près, on avait un gros trou et puis on retrouvait à partir de 1932, et puis finalement jusqu'à 1940, 1945, et après le reste, ça a été beaucoup moins touché, donc après on avait tout. Donc on est parti de là. C'est-à-dire qu'on a pris les listes d'élèves et puis on les a passés à la moulette du mémorial de la Shoah. Ça faisait beaucoup de noms. Ça a pris plutôt pas mal de temps. C'est pour ça qu'on a loupé peut-être 1 ou 2 élèves, mais je pense que dans l'ensemble, on a fait le job. Et puis après, à partir de là, les archives municipales, les archives départementales. Alors, on a quelque chose dans le coin qui est dans le Grand Est qui est quand même super intéressant. Pour ceux qui font justement, par exemple, des archives familiales, on a ce qu'on appelle les fiches domiciliaires. Alors, vous avez toutes les informations possibles et imaginables sur les familles qui ont vécu dans une maison. Et ça, c'est des archives qui étaient renouvelées à peu près dès qu'il y avait un mouvement, une naissance, un déménagement, etc. Donc, on a énormément d'informations là-dessus. Et après, parti de là, après on va voir les archives de mémorial de la Shoah, les archives de Yad Vashem, on va voir les archives de Caen, puisque c'est là qu'il y a toutes les archives sur la déportation qui sont déposées. On va aussi, comme on avait énormément d'enfants qui étaient d'origine polonaise, les papas se sont engagés dans la Légion étrangère pour soutenir la France en 1939. Leur patrie d'adoption. Et là, on contacte les archives de la Légion étrangère, qui est très très efficace au passage. Et donc tout ça mis bout à bout. Et puis bien sûr, quand il y en a qui ont quitté Nancy pour aller se réfugier en zone libre, on contacte les archives locales. Et pour tout ce qui était justement, comme vous dites, les camps de regroupement, donc les grands regroupements en France, les Français ne savaient pas du tout ce qu'il advenait de ces populations qu'ils arrêtaient et qu'ils gardaient plus ou moins longtemps. Mais comme c'était l'administration allemande qui les leur confiait, c'était extrêmement détaillé pour être, on va dire, en règle avec l'administration allemande. Donc à ce niveau-là, on a quand même des choses très très détaillées. Le seul truc qui manque, c'est les photos. Dans ces camps parce que clairement, j'ai des traces où il y a des photographes qui sont passés pour photographier les personnes qui étaient arrêtées par justement les autorités allemandes, quelquefois les autorités françaises, et qui sont trouvées dans les camps de regroupement français. Malheureusement, et c'est là où, quelque part, quand on fait le travail d'archives, on a un très mal au cœur, quand on sait qu'il y a des archives qui sont perdues, ces photos, parce qu'ils prenaient dans tous les camps de regroupement, il y avait le photographe là, avec les gens qui étaient arrêtés, qui arrivaient, on faisait une fiche, on les prenait en photo. Et ces photos, dans les années à peu près 50, 60, pour faire de la place dans les archives, en fait, on les a mis au kilo, c'est-à-dire qu'on les a détruites. Donc là, on doit avoir un certain monsieur Clarcel il a dû apprendre ça avec plus ou moins s'énerver, mais on pourrait avoir beaucoup plus de photos si ces archives, justement, si ces photos n'avaient pas été jetées. On a sous le main encore les fiches. Mais pour les photos, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Quel soutien et quelle réception avez-vous reçu de la part du lycée, de la région peut-être, Les élèves? Mais dans les amis. Déjà, je pense que c'est le soutien, ça dépend, mais on sait que le proviseur a été un énorme soutien. La région aussi, parce que c'est en partie grâce à eux que on a pu faire tous le voyage qu'on a fait, que ce soit au mémorial de la Shoah ou à Auschwitz en Pologne. Donc vraiment, derrière nous et les personnes qu'on peut représenter, il y a le proviseur de notre lycée, la région, le département et les autres élèves qui peuvent pas être là, mais on a vraiment reçu un soutien, je pense, et un entrain derrière ce projet qui fait qu'aujourd'hui, c'est le projet que c'est devenu et qu'on est là et qu'on continue d'en parler. C'est parce qu'on a eu du soutien derrière et que les gens ont cru en nos professeurs et en l'aboutissement du projet. Je tiens juste à rajouter aussi que c'est parce que on a eu ce soutien qu'on a pu aller aussi loin. On a quand même présenté le livre sur la place, et c'est pas rien. C'est quand même grâce à tout ce soutien, à toute cette aide. Ne serait-ce qu'en faire un livre, sans notre proviseur, on n'aurait jamais pu... on n'aurait jamais imaginé pouvoir écrire un livre à 15 ans, déjà. Donc c'est vraiment le soutien qui nous a permis d'aller aussi loin. Ouais, pour compléter, donc la région nous a aidés dans la mesure où on a pu bénéficier, comme elles l'ont dit, du voyage qui est proposé tous les ans au lycée à Auschwitz.
Donc ça, c'est financé par la région. Et le mémorial de la Shoah. Et le mémorial de la Shoah. Donc il y a une première visite préparatoire au mémorial de la Shoah. Ensuite, il y a une visite d'Auschwitz. Ça se fait en avion sur une journée, aller-retour. Et ensuite, retour quelques temps plus tard pour un débriefing au mémorial de la Shoah. L'autre partenaire dont il faut qu'on parle, c'est l'éditrice, parce que c'est une éditrice locale. Et quand on lui a proposé le projet, elle était tout de suite d'accord. Elle nous a soutenus. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que elle rentre dans ses frais, mais elle ne fait pas de bénéfices. Et donc les bénéfices des livres vont à la maison des lycéens, c'est-à-dire retournent aux élèves. Nous, on ne gagne rien non plus, les élèves non plus. Ça retourne aux élèves et ça nous fait une cagnotte qui est censée nous permettre de faire d'autres projets ou d'autres sorties toujours en lien avec le devoir de mémoire. Mais il n'y a pas... l'éditrice, elle a abandonné, elle rentre dans ses frais bien sûr, mais elle ne gagne rien. Voilà. Alors, on a bien compris que vous avez donné un énorme dossier d'archives à chaque élève. Mais mademoiselle, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment vous avez travaillé, qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier, comment est-ce que vous avez rattaché les informations personnelles donc vous avez travaillé tous les deux sur Gilberte et Lucienne Goldberg. Juste petit aparté, ce sont les cousines de Charlotte Goldberg qui a écrit en 2002 ce livre qui s'appelle La Guerre, qui est à la médiathèque, qui est le récit de son enfance. Elle est la sœur de Marguerite Goldberg, qui est aussi présente dans ce livre. Et elle a pu être sauvée, confiée à une famille catholique nancéenne qui l'a protégée pendant toute la guerre. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre qui est paru à la Braconne en 2002. Donc je reviens sur Gilberte et Lucienne, donc les cousines de Charlotte, qui étaient deux sœurs. Donc vous avez un énorme dossier d'archives. Vous devez rattacher tout ça aux événements, aux faits historiques. Comment est-ce que vous travaillez ? Alors déjà oui, c'est vrai, on avait un énorme dossier d'archives, mais le dossier était assez clair. On a eu la chance, merci madame, que le dossier soit vraiment très complet. Et c'était vraiment, on avait un puzzle et toutes les pièces s'emboîtaient parfaitement. Donc oui, on avait un gros dossier, mais personnellement j'ai trouvé que c'était plutôt... notre travail c'était vraiment de la biographie plus que de la recherche à l'état pur. Donc... pour moi, j'ai trouvé que ça allait. Je pense que pour toi aussi. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant à travers on avait des tas de choses dans le dossier, entre les fiches des camps, entre leurs photos de classe, leurs dossiers scolaires, les bulletins même qu'on a réussi à retrouver. On avait des tas d'archives qui allaient dans tous les sens, et notre travail c'était vraiment de piocher un peu dans chaque archive ce qu'on trouvait intéressant à présenter, à écrire, et c'était vraiment piocher un peu partout et réécrire l'histoire à partir de ça. Et puis ce qui a rendu la chose facile aussi, c'est le choix qui a été fait au début quand les professeurs nous ont présenté les différents déportés. En fait, ça a été une évidence, donc je pense que, pour moi et Victorine, on était ensemble à cette réunion, et en fait, quand on a entendu que c'était deux sœurs, on n'a même pas cherché à entendre le reste des biographies. On savait que on devait s'occuper d'elles, parce qu'on est deux amis très proches et on se connaît depuis très longtemps. Donc en fait ça a fait sens et c'était une évidence qu'on devait travailler sur ces deux jeunes filles, et je pense que ça nous a justement facilité la tâche pour après, car tellement c'était une évidence, ça a rendu la chose très simple, non mais plus facile en tout cas pour la suite à écrire, etc. Et ça nous a permis d'entraider. Voilà, ça nous a permis de nous entraider énormément aussi, parce qu'en soi c'était les deux mêmes histoires, mais d'un point de vue différent, ce qui est très important, mais ça rend la chose plus simple d'être à deux et de vivre l'expérience du début à la fin, et encore aujourd'hui à deux. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu l'histoire de ces deux sœurs ?
pour des raisons évidentes. Je vais laisser Victorine le faire. Parce que moi, je suis incapable d'en parler très précisément. Voilà. Oui. Elle est très émotive. Cette histoire la touche particulièrement. Non, bah c'est deux sœurs qui sont nées respectivement en 1928, donc Gilberte, non, elle n'est pas là, la plus âgée, et Lucienne qui est née en... Voilà, donc on a Gilberte. Moi, je me suis principalement occupée de Gilberte, donc qui est née en 1928, et Lucienne, la petite sœur, en 1933. Donc Gilberte avait 16 ans au moment de sa déportation et Lucienne 11. Elles sont toutes les deux passées par le camp d'Écrouves et elles ont passé quelques semaines à Écrouves avant de rejoindre Drancy, où elles ont passé 1 mois, et elles sont parties par le convoi 71 pour Auschwitz. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'elles ont fait partie de la rafle de Nancy du 2 mars 1944. C'était la dernière grosse rafle de Nancy, et c'est celle qui, si on y échappait, on échappait à la guerre, globalement. Parce que c'était vraiment la plus grosse et la finale, en fait. Si elles avaient échappé à celle-là, qui était en 1944, quand même, en mars 1944, c'était fini pour elles, et elles étaient restées en vie. Elles sont toutes les deux décédées en arrivant au camp. Lucienne était très jeune au moment-là, mais Gilberte en soi aurait pu survivre, parce que vu qu'elle avait 16 ans, elle était plus âgée, elle aurait pu être choisie pour les travaux forcés, mais ça n'a pas été le cas, et elle est décédée quelques jours après son arrivée au camp avec sa petite sœur, sa mère et son papa, le 18 avril 1944. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de leur vie ? Oui. Moi, principalement, je me suis beaucoup attachée à Gilberte parce qu'on avait... ça, on s'en rend compte en lisant les dossiers scolaires et leurs bulletins, mais j'ai appris la même langue qu'elle. On avait à peu près les mêmes notes, le même dossier scolaire. Elle jouait du violon, et c'est un instrument qui me touche beaucoup. Et déjà, le fait aussi qu'on ait choisi toutes les deux les deux sœurs, c'était vraiment... on s'est toutes les deux très attachées à elles. Et leur histoire nous a vraiment énormément marquées. Et aujourd'hui, on est à quelques jours de leur anniversaire à toutes les deux, parce qu'elles sont toutes les deux nées fin janvier. Et Mathilde, c'est lundi, son anniversaire, c'est vraiment... C'est demain en plus. Donc c'est le plus fou, c'est qu'on s'apprête toutes les deux à fêter un peu comme on peut leur anniversaire. Donc c'est un peu... on s'est vraiment attaché à elles, à tel point que... Non, mes parents. À tel point que Mathilde s'est tatoué leur prénom sur le bras. Avec la date 2023, parce que c'est la date à laquelle le projet a commencé pour nous. C'est le moment où on les a rencontrés. Tu veux des mouchoirs ? Tu veux pas parler du coup ? Non, mais pas. Donc c'est vraiment deux personnes importantes pour nous, et je pense pouvoir parler pour nous deux en disant qu'aujourd'hui on a l'impression de vivre pour elles. On a marché pendant 3 ans dans leurs pas quand on écrivait leur biographie et qu'on s'asseyait tous les jours aux mêmes tables. Peut-être que 80 ans avant, elles s'asseyaient à ces mêmes tables, elles aussi. Elles empruntaient les mêmes couloirs. C'est vraiment une histoire qui nous a touchés, et probablement pour le reste de nos vies. Vous voulez un mouchoir aussi ? Ah, mais de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, une distribution de mouchoirs comme ça ? Je le crois. J'allais justement poser la question sur quelle histoire vous a particulièrement marqué et pourquoi. Et je pense que vous avez répondu. Mais j'aimerais vous poser la question à vous. C'est compliqué parce qu'en fait, on a un peu délégué aux élèves le travail de s'approprier les noms. Finalement, on les a fréquentés pendant 3 ans. Et puis, on les a sortis de l'oubli parce que, au début, on savait pas qui elles étaient, comme on a vu cette plaque anonyme, donc on savait pas. Donc, tout d'un coup, on a trouvé des noms. Après, on a trouvé des familles. Puis, quand on a cru qu'on avait fini, il y avait donc
Marianne Schoenfeld, on a été contacté par une dame qui s'appelle donc Marie-Anne Schoenfeld, donc à qui la famille a donné le même prénom mais en prénom composé, qui dit je suis la nièce, c'est sûr, ma tante elle était dans votre lycée, vous pouvez pas la laisser de côté, il faut que vous trouviez quelque chose sur elle. Donc on avait presque fini, on est reparti dans les recherches, enfin Anne-Laure est repartie dans les recherches, parce qu'il y en avait une en plus et on pouvait pas la laisser de côté, donc on l'a rajoutée. Voilà, donc elle était touchante parce que c'est elle qui est venue à nous, alors que les autres on les a un peu cherchés, donc c'était touchant. Et Marie-Anne Schoenfeld, elle s'est déplacée donc quand on a fait la cérémonie d'inauguration des plaques au lycée, elle s'est déplacée, donc on l'a rencontrée, elle était très contente parce qu'en fait il y avait maintenant un endroit où il y avait le nom de sa tante et où elle existait finalement quelque part, voilà. Après, il y avait Sonia Applegate, parce que Sonia Applegate, elle était en vie, et que on pouvait la rencontrer, mais en même temps, elle nous empêchait de publier, d'une certaine manière, puisque on voulait pas publier sans sa biographie à elle, et que tant que, donc elle a dépassé 100 ans, elle est morte l'année dernière en février. Oui, elle venait donc voilà, et ensuite l'interdit est donc tombé. Et puis, je sais pas, tu veux... Oula, ouais. Allez, oula. Je sais pas qui... Alors moi, il y a quand même... alors, forcément, Emilienne Salomon. Alors, pour plein de raisons, parce que c'est la plus jeune. Elle a 9 ans. En plus, elle est arrivée au lycée Jeanne d'Arc, parce qu'à l'époque, le lycée, ça allait de la maternelle jusqu'à ce qu'on considère le lycée, enfin, terminale. Et elle a commencé au lycée Jeanne d'Arc, elle avait 3 ans. Donc j'ai des photos d'elle, elle a 3 ans, c'est un petit machin tout mignon avec déjà des nœuds dans les cheveux. Donc ça c'est... voilà. Et puis, oui, et puis aussi j'ai rencontré une de ses camarades de classe qui est encore vivante, qui m'en a parlé, donc qui m'a parlé de leur frasque dans la cour. Donc forcément. Et puis aussi quelque chose qui m'a un peu tiré l'œil, c'était parce qu'elle était aussi une enfant dont son papa, la maman était mère célibataire. Ça n'a pas dû être simple tous les jours à l'époque pour une enfant de mère célibataire, en plus d'être juive. À une époque, voilà. Il y a qui Hélène Rosner aussi. Alors Hélène Rosner, c'est un crève-cœur. Si vous lisez, préparez la grosse boîte de mouchoirs pour Hélène. C'est une des dernières biographies. Hélène Rosner, en fait, elle a fait partie de la rafle de Sécrétan. Donc, c'est les enfants qui ont été raflés à Paris, les dernières rafles parisiennes, où tous les enfants de Paris ont été raflés, les enfants du GIF. Donc, très compliqué. Rosa également. Parce que Rosa, c'était c'est celle sur laquelle je me suis le plus cassé les dents pour trouver des archives. Il y avait quasiment rien. Donc forcément, j'ai passé beaucoup de temps de recherche sur elle. Un peu toutes, mais c'est vraiment ces trois-là qui ont été... Bon, Denise Carringe, les élèves ont eu la chance de rencontrer ses 2 fils. On a beaucoup discuté, c'était aussi une autre relation. Oui, c'est un peu toutes, mais c'est vrai que ces trois-là, Emilienne, Hélène et Rosa, un peu différents quand même. Mais au final, combien de temps vous avez passé dans les archives? Parce qu'on a... Alors, on peut parler de l'organisation du livre a pris 3 ans avec les élèves, mais en avant... Il y a beaucoup de vacances. Alors, ça a été excessivement rapide, assez bizarrement. Ça a pris 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, je dirais. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses à Caen, et en fait, je m'étais fait des amis, donc on a le droit seulement à avoir 40 dossiers. Parce que si vous voyez ces petites demoiselles, en fait, je demandais aussi les familles, quand j'avais de la famille qui avait été déportée, je demandais aussi les cousins, les oncles, les parents, etc. Donc oui, et j'avais le droit qu'à 40 dossiers à chaque fois. Et quand c'est pas Nancy, et c'est pas ouvert tous les jours de la semaine. Donc en fait, quand je les avais un peu achetés, à coup de macarons de Nancy. Et comme ça, en fait, quand j'y allais, que je faisais ma journée à Caen, en fait, ils me sortaient tous les dossiers sans que j'ai besoin de me soucier de la limite de 40. Donc, merci à eux. Après, en fait, elles ont toutes été menées de front. Et donc, il y a beaucoup d'archives où je suis tombée sur des archivistes géniaux, Libourne, merci à eux, qui, en fait, se sont pris au jeu, m'ont envoyé plein de documents. Certains, ça a été, il a fallu aller sur place, mais souvent, quand on leur expliquait ce qu'on faisait, où on allait, etc.,
ben, on recevait un message au bout d'un mois, 2 mois, en disant on a trouvé ça. Merci. Et puis, ben, les archives départementales aussi ont beaucoup aidé, les archives. Donc en fait, les archivistes, dans l'ensemble, en fait, fallait tomber sur le bon archiviste, et puis quelquefois on savait à qui s'adresser à la fin. Mais souvent, en fait, ça devait prendre le temps, mais souvent ils essayaient de se dépatouiller, de trouver des choses. Et puis, donc, ils ont fait quand même ils m'ont retrouvé beaucoup de trucs. Il fallait un peu insister de temps en temps, il fallait leur donner des détails, les relancer. Mais ils ont quand même bien bossé pour nous. Non, et puis quand, franchement, ils ont été... Et pareil, je me rappellerai toujours j'étais en vacances, un appel des archives de la Légion étrangère, avec un monsieur au téléphone, je crois qu'on a passé 2 heures au téléphone, qui était en train de dire ouais mais attendez, je pense que je vous envoie ça, mais je peux vous en faire d'autres, il y avait aucun souci, c'était assez impressionnant. Donc ouais, un très très bon accueil de tous les archivistes de France dans l'ensemble, et qui ont fait un boulot phénoménal. C'est peut-être pour ça que j'ai pris qu'1 an et demi, c'est parce que il y a eu aussi du boulot qui a été fait par d'autres personnes. Voilà. Merci aux archivistes alors. Et est-ce que vous avez accompagné les élèves en leur proposant des lectures, peut-être des lectures d'autres survivants, survivantes, bon, évidemment Simone Veil, Charlotte Delvaux, Marceline Boridon-Evans. Alors, je reprends. Donc, effectivement, pour l'élève qui avait choisi de parler de Marguerite Rosenberg, elle s'est retrouvée avec toute la bibliographie, plus le film, La petite prairie au boulot. Ça lui a fait une sacrée quantité de lecture. À un moment, je dis, bon, finalement, on pensait que ces 2-là, ça suffira. Dans l'ensemble, c'était plutôt lié à chaque dossier. Pour elle, je n'en avais pas donné. Pour ceux qui étaient justement pour Marguerite Goldberg, je lui avais donné La guêpe et Le remords. Donc ça dépendait un petit peu. Bon. Donc pour Annette Zellman, on avait toute la correspondance avec le livre de Laurent Joly. Donc en fait, c'est l'histoire, la sœur aussi. Donc c'était pour Sonia Applegate, ils ont eu le droit à lire ces bouquins de chimie. Je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup lu. Ils ont aussi le droit à sa thèse. Apparemment, il y en a un des 2 élèves qui s'en occupait qui l'a lu. Il m'a dit qu'il n'avait rien compris. Et donc, non, j'ai déjà que les dossiers étaient gros. Généralement, s'ils me posaient des questions, vu que moi j'avais tout lu, je pouvais leur répondre. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, c'était sur leur temps libre. Il y en a qui faisaient le bac en même temps. Je voulais pas non plus qu'ils ratent leurs examens ou voilà, à cause de moi. Donc non, en fait, les livres ont été choisis vraiment en fonction de chaque profil d'élève pour faire, voilà, pour que ça complète les documents qui leur avaient été remis. C'est vrai que je ne leur avais pas conseillé de lecture. Est-ce que vous êtes allé de vous-même faire d'autres lectures? Oui, là c'est bon. Moi maintenant, honnêtement, ma bibliothèque est remplie de livres, que ce soit des témoignages ou juste des récits de cette période-là, même un peu romancés, etc. Donc de moi-même, même avant c'était une période qui m'intéressait énormément, donc avant même de commencer le projet, je lisais déjà beaucoup d'ouvrages à ce sujet. J'ai découvert tous les livres, reportages de Simone Veil, les livres de Marceline, des récits de nombreux auteurs. Et au-delà de ça, les professeurs, elles nous ont soutenus d'une autre manière bien plus importante. C'est parce qu'elles ont été là du début à la fin et elles nous ont pas lâchés. Quand on avait des coups de mou, elles étaient là par rapport au projet, etc. Donc c'est un soutien qui va au-delà d'un soutien professeur-élève. Maintenant, on n'a plus forcément cette relation parce que déjà on n'est plus élève là-bas. Mais même à cette période où on était encore au lycée, on perdait au fur et à mesure cette relation professeur-élève au profit d'une relation d'humain à humain par rapport à un projet comme ça. Je ne sais pas si tu veux. Je voudrais juste revenir aussi sur le fait que quand on commence un projet comme ça,
forcément on est intéressé par l'histoire et forcément on a déjà lu beaucoup de choses, on s'est déjà énormément renseigné, donc c'est sûr qu'on s'est encore plus renseigné après, mais déjà de base on avait un capital culturel phénoménal sur le sujet. Est-ce que tout ce travail vous a changé personnellement et est-ce qu'aujourd'hui vous pensez encore à toutes ces histoires? C'est une question pour vous quatre. Tu le sais, allez-y d'abord, ouais. Alors on pense, moi personnellement je pense aux filles au quotidien. Ouais. C'est vraiment des histoires qui nous ont marquées, je pense que vous l'avez compris. Maintenant, ça nous a énormément changé parce que on a grandi avec elles déjà, et aussi parce que c'est découvrir des histoires comme ça. Forcément, ça nous ouvre énormément sur le monde, sur l'histoire, sur tout ce que l'humain est capable de commettre. C'est sûr que ça nous a énormément changé. Et je suis tellement heureuse d'avoir fait ce projet parce que je serais vraiment pas la personne que je suis aujourd'hui sans ça. Donc, voilà. Donc, je vais parler. Non, et puis moi j'ai le souvenir d'une de mes professeurs du lycée qui m'a eu en seconde et qui ne m'a plus eu en première et qui m'a eu en terminale. Donc vraiment l'année du commencement et l'année de la fin du projet. Et elle nous a regardé, moi et Victorine, elle nous a dit « Vous n'êtes plus les mêmes élèves que j'ai eu en seconde en fait ». Elle a vraiment pu voir vraiment bien le changement, de nous voir des petits élèves qui arrivent en seconde et qui vont se lancer là-dedans, et des jeunes femmes qui sont en terminale et qui arrivent à la fin du projet. Et même je pense que nos deux professeurs pourront en témoigner que elles nous ont vu évoluer d'une manière que très peu de personnes nous ont vu évoluer, à part nos parents évidemment, mais elles nous ont vu changer du tout au tout, et pour le mieux, hein, on a changé pour le mieux, je pense. Et voilà, donc je pense qu'elles sont les meilleurs témoins, et nos parents aussi, du changement et des personnes qu'on est devenues aujourd'hui et celles qu'on a pu être avant. Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, déjà c'est un projet qui nous a rendu très très heureuses, nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire un jour. Alors moi je suis professeure de français, Anne-Laure elle est professeure de SVT et de sciences numériques. Voilà. Donc en fait pas professeure d'histoire. Donc dans ce projet-là on n'avait pas de professeur d'histoire. Et ça, je pense que ça a été quelque chose qui a rendu le projet, je ne veux pas dire plus facile ou plus riche, mais qui nous a libérés de tout ce que pourrait avoir de contraignant, un historien qui aurait besoin, qui aurait des règles, qui aurait appris, qui veut faire d'une manière. Ça nous a donné une grande liberté et ça nous a aussi permis de faire exactement ce qu'on avait envie de faire, comme on avait envie, sans contrainte. Avec l'aide du chef d'établissement qui était toujours d'accord. On a dit maintenant on a fini, on veut mettre des plaques, mais on est d'accord pour mettre des plaques. On veut publier le livre, oui vous pouvez publier. On n'a pas eu de bâton dans les roues, quoi. Il y a personne qui a essayé de recevoir les familles. Ouais, on voulait recevoir les familles. On a pu faire exactement comme on a voulu. Entre nous, on n'a pas non plus de difficultés humaines. On fait que y en a une qui voulait faire comme ça, l'autre qui voulait faire autrement, et non mais c'est vrai. Et ça nous a permis de faire, de réussir ce qu'on avait envie de faire. Je pense mieux que ce que j'aurais imaginé, parce que moi je pensais qu'on allait retrouver des noms et qu'on mettrait des plaques sur les noms. Mais honnêtement, je pensais pas qu'on allait réussir à écrire un livre de 400 pages, qu'on arriverait à mettre une plaque avec des photos. Enfin, je pensais pas que ça allait être aussi approfondi. Et aussi pérenne aussi, parce que finalement d'avoir réussi à mettre la plaque, le livre c'est exceptionnel, mais je veux dire d'avoir réussi à mettre la plaque dans l'entrée du lycée et d'obliger d'une certaine manière indirectement tous les élèves à passer devant cette plaque tous les jours, à chaque fois qu'ils rentrent et à chaque fois qu'ils sortent du lycée, ça aussi c'est quelque chose qui me touche. Parce que finalement, ils les connaissent pas, mais ils les voient tous les jours. Donc même s'ils lisent pas les plaques, ils les connaissent quand même. Et ça, c'est quelque chose qui nous rend vraiment heureuses. Et on va essayer, donc, pas cette semaine, mais la semaine du 26 janvier, on va essayer de faire une exposition autour, pareil, des élèves. Et on essaye de faire un petit projet pour poursuivre ça. Et on va essayer de valoriser ça auprès
d'autres élèves qui viennent d'arriver, qui sont en seconde et qui connaissent pas l'histoire. Voilà. Je te laisse parler. Alors déjà, pour revenir sur ces personnes, alors l'étoffe était déjà pas mal en seconde, hein, ça promettait déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'elles ont gagné en maturité, surtout en aisance à l'oral. Il y avait des qualités qui étaient présentes, mais ça a été bien peaufiné. Voilà. Franchement, c'était un plaisir de les côtoyer pendant 3 ans, même de les côtoyer 20 ans après. Donc c'est une vraie chance de pouvoir aussi avoir ce lien qui se maintient à travers ce livre. Donc voilà, c'est vrai que ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la cohésion qui s'est formée au sein du groupe de 11 élèves, parce qu'ils venaient d'un peu partout, ils en avaient en seconde, en première, en terminale. Donc j'étais assez impressionnée par la manière avec laquelle la sauce a prise. C'était assez impressionnant. Bon, bien sûr, entre elles, c'est bon. Mais voilà, c'est vraiment, moi, c'est aussi un souvenir de rencontre de personnes. Alors, on a rencontré des anciennes élèves, mais on a aussi des nouveaux élèves qui ont fait un groupe. Et c'est un projet humain, c'est un projet avec énormément d'engagement, et je crois que c'est ça qui a fait de bien, surtout. Et qu'est-ce que ça a fait? On a envie de continuer. Donc là, comme ça a été souligné, par Victorine, en fait, on est en train de se poser des questions sur la rafle de 44 annoncée, donc la dernière grosse rafle, qui si on prend toute la zone, alors la zone de Grand Est qui était la zone réservée. Là, on a quand même eu 800 personnes qui ont été, 850 de mémoire, qui ont été raflées en l'espace de à peu près 3 semaines entre les Vosges, Nancy, qui se sont retrouvés dans le convoi 71, 72 et 73. 71 pour l'essentiel. Et donc, sur ces 850 personnes, il y en avait quand même 250 qui étaient conseillées. Et donc, c'est une rafle qui est... alors aussi, la rafle de 42, elle est très connue, puisque finalement, c'est la rafle où on a eu des justes qui se sont dressés, donc justement, Édouard Vigneron, qui ont fait opposition à l'Allemagne nazie. On a la rafle de 43, qui est la rafle du SPO, donc ce sont des jeunes hommes, il y a une association qui travaille beaucoup là-dessus pour que la mémoire soit préservée. Et la rafle de 44, qui est bizarrement tombée dans. Donc, en fait, on aimerait bien continuer le projet en se focalisant sur cette rafle de 44. Et je ne pense pas qu'on arrivera à retracer pareil l'histoire des 250 personnes, c'est pas possible. Mais on voudrait faire une petite exposition pour présenter cette rafle et quand même rappeler le nom de ces 250 Nancéens qui, en l'espace de 2 jours, ont disparu de la circulation. Voilà. Moi, j'avais une question, car dans ce livre, elles étaient 15, il y a 15 jeunes filles, mais il y a aussi un jeune homme qui s'appelle Samy Green. Oui, celui-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui et pourquoi a-t-il sa place si particulière dans le livre? Ça, c'est pour moi, Samy, je pense. Ouais, c'est ça. Allez, Samy, c'est pour moi. Alors, malheureusement, l'élève qui s'occupait de Samy n'est pas avec nous. Alors, il continue ses études lui aussi. Il va très bien, d'ailleurs. Donc Samy Grain, en fait, je vais juste bloquer, parfait. Donc Samy Grain, en fait, il venait d'une famille où il avait un cousin du même âge qui s'appelait Samy Grain. Voilà, c'est ça l'histoire en fait. Et donc Samy Grain, en fait, était élève, parce que dans le lycée, comme vous avez dit, ça allait de la maternelle à l'époque jusqu'aux classes de terminale. Et donc donc la maternelle et une partie de la primaire, donc ce qui correspondrait à la maternelle et la primaire, était mixte à cette époque. Et donc après, ça devenait uniquement filles au lycée Jeanne d'Arc. Et donc, quand on avait 2 enfants, quand la sœur était au lycée, généralement, le petit frère y allait avec la grande sœur qui le déposait donc dans la partie petite classe. Et donc, Samy Grain, donc le cousin, Samy Grain et sa grande sœur Rosette Grain, Rosette était élève au lycée. Donc, voilà, quand il y a eu Samy qui a été besoin d'être scolarisé, on a pris le petit frère, on l'a mis à Jeanne d'Arc. Et l'autre, Samy Grain, son cousin, qui s'écrit pareil, qui a le même âge, tout pareil, n'était pas au lycée Jeanne d'Arc, il était dans une autre école. Et en fait, on s'est aperçu que notre Samy Grain n'était pas le frère de Rosette, mais le cousin. En fait, on s'est dit, mais il y avait un élève qui avait en plus choisi d'en parler, etc. Mais on ne va pas le renvoyer aux oubliettes de l'histoire, ce pauvre enfant. Donc, on a décidé de continuer à travailler sur lui et de faire sa biographie.
Et donc, on l'a mis à la fin du livre parce qu'effectivement, Elles étaient 15, c'est un livre sur le lycée Jeanne d'Arc, sur les élèves déportés, mais on ne voulait pas oublier Samira. Et d'ailleurs, on a rencontré le papa de Samy, qui était prisonnier militaire parce qu'il s'était battu pour la France, a été dans un stalag, ce qui l'a sauvé. Donc, et après la guerre, il est revenu en France. Et donc sa femme et son fils avaient été déportés, donc étaient morts. Ce monsieur s'est remarié, il a eu à nouveau un fils. Et donc ce fils a eu des enfants. Et donc c'est les enfants de ce monsieur, finalement ses demi-nièces, enfin ses nièces et ses neveux qui sont venus justement quand on a fait la plaque et qui avaient un petit livre qu'ils avaient fait eux-mêmes sur Sanigram. Et nous on l'avait jamais trouvé parce qu'ils l'ont pas encore édité. Et qui nous dit mais on a des lettres de Samy à son papa au Stalag, etc. Et ils étaient ravis que nous les retrouver. C'était pour Samigrin qu'on avait eu les photos aussi. C'était pour Samigrin qu'on avait eu les photos. C'était une voisine qui nous avait contacté, qui nous avait dit, enfin, grâce à Madame Lévy, on a pas mal de contacts au sein de la communauté de Nancy. Et donc quelqu'un nous a dit mais je connais quelqu'un qui est en région parisienne qui nous a écrit en disant mais j'ai des photos de Samigrin. Je vais vous les envoyer. Alors, elle était toute contente. On lui a envoyé les photos de Samigrin et elle nous a donné. Et nous, elle a participé aussi. C'est une dame âgée. Voilà. Par hasard, on va dire. Mais c'était vraiment une volonté de pas le... C'était vraiment une volonté, parce qu'on savait très bien qu'il finirait pas sur les bacs. Et c'était vraiment un crève-cœur de renvoyer cet enfant à l'anonymat. C'était juste pas possible. Donc on l'a gardé. Voilà. Moi, je voudrais demander aux élèves pourquoi ça leur paraît important le devoir de mémoire et qu'est-ce que ça leur apporte dans l'actualité d'aujourd'hui. Déjà, quand on voit les actualités en ce moment, je suis encore plus heureuse d'avoir fait ce travail parce que pour moi, c'est vraiment l'occasion d'ancrer des jeunes filles qu'on avait oubliées, de leur redonner une place et un poids dans l'histoire et le faire encore plus avec ce qui se passe aujourd'hui. Je trouve que c'est important de montrer qu'on fait ce genre de projet, qu'il s'est passé ça dans l'histoire, que comme on peut le voir, c'était pas très joli à voir et qu'il faudrait mieux éviter de le refaire à l'avenir. Donc je trouve ça au contraire important de reparler de ce qui s'est passé entre 39 et 45, de reparler de tout ça, d'essayer d'éviter un maximum les génocides, etc. Mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et c'est pour ça qu'on n'arrêtera jamais de parler de ce qui leur est arrivé et de promouvoir leur histoire. On vous remercie pour ça. Merci. Merci. Et puis je pense justement que le livre il est paru à la bonne période. Donc il est paru l'année dernière et je pense qu'il est arrivé pile au bon moment où peut-être les esprits se sont réouverts sur cette période et où les gens se sont peut-être réintéressés par rapport à l'actualité à cette histoire et ça a remis, je pense, une piqûre de rappel aux gens de se dire ça s'est passé, regardez ce que ça a apporté. Et est-ce que vous voulez vraiment que ça apporte ça encore à des familles, alors que des familles ont déjà subi ça, des familles ont même été totalement décimées? Est-ce que vraiment, dans notre monde actuel, on a envie que des familles soient de nouveau décimées et que des gens disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé? Je pense que le livre a été vraiment bénéfique et au bon moment. Je pense que justement, il a été terminé au bon moment, il a été fait, je pense, par les bonnes personnes, pour des bonnes personnes, parce que je pense que quand on s'intéresse à ça, c'est qu'on a un minimum l'esprit ouvert, et qu'on a un esprit qui est conscient de ce que la haine, ça apporte. Donc je pense que c'était très très important pour nous, et aujourd'hui on en est encore plus consciente, et ça nous a apporté une maturité que je pense seul ce genre de projet peut nous apporter. C'est une maturité qu'on ne retrouve pas chez les gens, à part en ayant vécu ce genre de choses. En fait, ça ne s'explique même pas. Je pense qu'on n'est pas capable de vraiment raconter, par exemple, notre voyage à Auschwitz, parce qu'en fait, ça se raconte pas. C'est impossible de vous retransmettre ce qu'on a vraiment pu ressentir. Malheureusement, ça se vit. Ça se raconte pas, ce genre de choses.
Et en plus, vous êtes les dépositaires d'une mémoire dont les témoins directs sont de moins en moins nombreux. Et c'est Michel Hazanavicius qui disait récemment dans une rencontre qui a eu lieu à Nancy, jusqu'à présent, il n'avait jamais voulu faire de film autour de la Shoah. Sauf que voilà, les témoins directs disparaissent et maintenant c'est à la fiction s'en emparer, mais pas uniquement à la fiction, c'est aussi aux jeunes générations à travers de tels projets. Donc vraiment félicitations à toutes et à tous, puisqu'il y a aussi les garçons qui ont participé. C'est un très bel ouvrage que nous avons en 4 exemplaires dans le réseau des médiathèques. Donc n'hésitez pas à l'emprunter, à lire chaque portrait, à découvrir les histoires de ces jeunes filles et de ce jeune garçon. Et ensuite à aller lire les récits de survivants aussi, parce que je ne vais pas vous cacher, quand je suis arrivée à la première survivante, ça a été ouf, d'une certaine façon. Voilà, et c'était beaucoup d'émotions à la lecture. Faut le dire, pas d'un coup. Non, pas d'un coup. On le conseille tantôt. Alors juste, parce que moi, c'est moi qui suis quand même du livre, je lis Jeanne d'Arc. Alors, c'est vrai que pour le livre, on est là ouf quand on arrive à la première survivante. Et en fait, quand moi j'ai fait les listes, alors c'était la même chose en fait pour la copine de Marceline Bourdon, j'ai perdu son nom là, Simone Veil. En fait, ce qu'il y a, c'est que finalement, j'avais énormément de personnes qui étaient israélites, juives, et finalement, quand j'avais un prénom que je mettais dans la base et que j'étais là, yes, il n'est pas dans la base. Et finalement, il y en avait tellement plus qui n'étaient pas dans la base que de noms qui étaient dans la base. En fait, c'était quelque chose, ça m'a rendue heureuse. Et finalement, c'était aussi une question qui a été posée justement par Simone Veil aux historiens, c'était, mais finalement, pourquoi en France, par rapport à d'autres pays d'Europe, il y a eu finalement la proportion de juifs qui ont été pris dans les nasses de la Shoah est moins élevée, par exemple, que si vous prenez Lettonie, d'autres pays de l'Est, si vous prenez la Grèce également. Et ça, effectivement, les historiens se sont posés sur la question. Alors, c'est pas pour minimiser quoi que ce soit, c'est juste pour dire qu'effectivement, quand on se retrouve enfin face à la première survivante, mais c'était la même chose quand on était en train de faire une liste, qu'on était, mon Dieu, son nom, elle n'est pas au même le choix. Ça, c'était vraiment ça descendait. C'est vrai que ce livre parle des morts, mais ce livre ne parle pas des gens qui ont réussi à échapper, et souvent grâce à des justes. Et qui ont trouvé les moyens qui ont coup de chance, ou qui ont trouvé des conditions, parce qu'il y a des gens qui se sont tués, il y a des gens qui ont eu de la solidarité, ce qui a permis que finalement ils passent à travers ces 4 ans de cauchemar qui étaient la Seconde Guerre mondiale. Et ça, ça fait quand même du bien au moral. Et puis nous d'ailleurs, par rapport au livre, on conseille généralement aux gens qu'on peut rencontrer à travers ce genre d'intervention, on conseille de ne pas lire le livre d'une seule fois. Parce que, déjà c'est long, hein, on va être très honnête. C'est 400 pages, donc si vous avez le temps, c'est très bien. Mais on conseille généralement de presque faire portrait par portrait. Parce que déjà, psychologiquement, je pense que vous l'avez ressenti, mais c'est dur. Donc, on conseille, c'est un conseil que moi j'ai fait, et je le dis aux gens justement qui sont amenés à lire, c'est lire au fur et à mesure. C'est prendre un portrait et se dire, ok, ce portrait-là, je l'ai lu, j'essaie de me soigner presque, et après on en lit un autre, et comme ça. Et en plus, ce qui le rend plus simple à lire aussi, c'est que c'est des histoires qui se ressemblent, mais comme elles sont racontées par des personnes différentes, ça rend chaque histoire tellement singulière par le récit qui en est fait, parce que chacun a mis son émotion, on a tous mis une partie de nous dans l'histoire, et ça se ressent justement, et je pense que c'est ce qui fait aussi l'importance de ce livre et sa singularité, c'est que on ressent que c'est des élèves qui l'ont fait, et qu'on n'a pas cherché à faire un beau roman, à écrire des belles phrases, à utiliser des jolis termes pour rendre l'histoire belle,
on l'a écrit à hauteur d'élève, à vision d'élève, et je pense que c'est ce qui rend vraiment le livre purement et simplement humain. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce livre, c'est un livre humain en fait. Et je voudrais ajouter aussi que, vu que vous allez tous le lire assez vite, donc vous l'avez présenté merveilleusement bien, sachez que maintenant vous êtes vous aussi des passeurs de mémoire et qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait que nous qui en parlons. Parler de leurs histoires, parler de tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que on vit tous dans le même monde et je trouve ça important qu'on continue tous de transmettre ce qui s'est passé et ce qui pourrait se reproduire malheureusement. Ce sont des beaux mots de conclusion. Qu'est-ce que vous en pensez? Très bien. Oui, je crois que ça mérite vraiment des applaudissements.